et il est spécialiste de philosophie contemporaine, plus particulièrement au départ de Bergson. Et il a développé également ces dernières années une analyse du soin, de son importance dans nos existences, et aussi de son importance même métaphysique sans doute, comme une donnée fondamentale de l'existence humaine. Et il a développé ce qu'il appelle un vitalisme critique, peut-être qu'il voudra revenir aussi sur cette expression, c'est-à-dire une analyse de la vie comme phénomène fondamental, mais également phénomène polarisé par des tensions, et donc aussi déchiré, complexe. Et vous trouvez ces analyses dans ces livres précédents, comme Le moment du soin, qui porte particulièrement effectivement sur l'analyse du soin, le livre Revivre, sur cette fois-ci du côté de la question de la vie. Et donc on peut s'étonner de se trouver aujourd'hui face à un livre de philosophie politique de la part de Frédéric Worms. Mais l'étonnement ne devrait pas être si grand que ça. Il a commencé en 1993, il a publié déjà un ouvrage sur les droits de l'homme. Et la question politique court à travers toute son œuvre. Déjà, un livre avait été consacré en 2012 sous le titre « Soins et politique », à la manière dont le soin, l'analyse du soin, renvoie à des exigences politiques selon toutes les dimensions que peut prendre le soin dans nos vies. Ici, l'ouvrage dont nous allons parler part cette fois-ci plus directement de la question politique, mais on l'entend déjà dans le titre, les maladies chroniques de la démocratie, en renvoyant aux soins, à une certaine figure du soin qu'est la maladie chronique, comme un instrument d'analyse important et même nécessaire pour comprendre l'essence même de la démocratie. Donc en un sens, c'est un fil souterrain de l'œuvre qui apparaît seulement plus nettement, il me semble, à travers cet ouvrage. Et l'idée, alors il ne faut pas se tromper sur le titre, les maladies chroniques de la démocratie ne consiste pas à décrire notre démocratie comme malade, ce qui serait une tentation peut-être de notre époque et sur laquelle Frédéric Worms reviendra certainement, mais de montrer que la démocratie a toujours à s'affronter à des maux chroniques qui sont ceux même de la nature humaine. La thèse du livre, une des thèses du livre, une des nombreuses thèses du livre étant notamment que la démocratie est le régime le plus à même de lutter contre ces maladies chroniques de l'humanité, car elle s'y affronte d'abord en les révélant, en les prenant vraiment en compte, et que donc elle n'est pas sans ressources face à ces maux de l'humanité, et même elle est peut-être le régime le plus approprié pour être capable de les traiter. Le livre part d'un constat historique, une désorientation de notre époque, où la question de la démocratie semble devenue problématique, puisque nous avons d'abord pu croire, à la chute du mur de Berlin, que la démocratie était finie au sens d'une fin de l'histoire, qu'elle était achevée, et qu'elle était l'horizon définitivement gagné de notre temps. Et le livre commence par ce constat étonné et en partie déçu aussi que 30 ans après seulement la chute du mur de Berlin, la démocratie semble finie, mais en un autre sens, cette fois-ci, au sens où il devient plus difficile, semble-t-il, d'y croire, et se réveillent les ennemis possibles de la démocratie et des figures disant que la démocratie est peut-être épuisée, qu'un autre régime lui serait peut-être préférable. Et donc ce livre est bien un livre, si on reprend le champ médical, un livre de diagnostic, s'efforçant de diagnostiquer correctement l'époque, de la manière dont Foucault a pu aussi vouloir faire une œuvre diagnostique sur son époque, ou Simone Weil aussi, avant lui,
qui a été réédité il y a peu. Certains de ses ouvrages de philosophie sur l'actualité politique de son temps, sous le titre « Désarroi de notre temps », avec cette même volonté d'un diagnostic d'une époque. Et l'idée de Frédéric Worms est que cet étonnement, la démocratie qu'on a cru triompher et qui semble disparaître en partie de notre horizon, est en fait une tension essentielle et qu'elle repose sur une mécompréhension de ce qu'est la démocratie, que la victoire qu'on a cru pouvoir lui attribuer était fondée sur une mauvaise compréhension de ce que c'est que la démocratie, et que le déclin qu'on croit pouvoir lui attribuer est lui aussi fondé sur une mauvaise compréhension. Et que l'idée est donc que la crise actuelle permet au contraire de mieux mettre à jour ce qu'est la démocratie. Et que du coup c'est d'autant plus nécessaire pour pouvoir répondre aux défis de notre époque. Du coup, le livre de Frédéric Worms est organisé en deux parties. Une première partie qui est vraiment une théorie générale de la démocratie, et une deuxième partie qui pointe trois problèmes, trois crises de la démocratie actuellement, à travers les figures du cynisme, de l'ultralibéralisme et du racisme, trois figures qui semblent particulièrement vigoureuses aujourd'hui. Et Frédéric Worms, dans cette dernière partie, montre à la fois que ce sont des maux chroniques de la démocratie, que ces trois figures, et du coup c'est toute l'histoire la plus traditionnelle de la philosophie qui est ici convoquée pour éclairer l'époque, et aussi que ces trois pathologies particulières de notre époque sont elles-mêmes intensifiées par les nouveautés que représentent Internet, le terrorisme et la mondialisation. Pour chacun de ces mots précis, Internet pour la question du cynisme, le terrorisme qui réactive la figure du racisme, et la mondialisation qui repose encore plus la question de l'ultralibéralisme. L'idée centrale du livre, pour ne pas trop développer et empiéter sur le propos de Frédéric Worms, est que ces maladies chroniques ne sont pas là pour disparaître. Et c'est justement la figure de la maladie chronique qui peut nous aider à penser le genre de mal auquel la démocratie a à s'affronter et le genre de ressources dont elle dispose pour affronter ces maux. Et une des erreurs, sans doute, pour Frédéric Worms a été de penser que la démocratie pouvait être totalement achevée, alors qu'elle est un combat continué contre ces figures sans cesse renaissantes, mais un combat qui n'est pas dépourvu de sens pour autant, qui n'est pas dépourvu d'orientation historique, car il y a des gains et des progrès qui se mesurent, dit Frédéric Worms, aussi à certaines régressions que l'on craint, qui signifie bien aussi du coup que des progrès réels nous semblent apparus et qu'il faudra s'efforcer de tenir. Du coup, je me tourne vers Frédéric Worms pour, encore une fois, ne pas trop empiéter sur son propos, en lui proposant peut-être de revenir, pour commencer, sur cette configuration de notre situation actuelle dans notre rapport à la démocratie, entre croyance et déception, peut-être. La croyance, parce que aussi, et merci à Cité Philo et à la FNAC, en effet, que je suis très heureux de retrouver. Je suis toujours très, très heureux de revenir ici, à Cité Philo et aussi à Lille, où j'ai enseigné pendant longtemps. Et donc je suis toujours très, très heureux de revenir. Merci de cette présentation. Peut-être, avant de revenir sur l'époque, et puis peut-être aussi sur la question de la croyance, je voudrais essayer de relier d'un mot, en effet, peut-être la thèse générale sur la vie et la thèse sur la maladie chronique précise, dont je pense qu'elle est en effet le problème de la démocratie, ce avec quoi elle lutte sans jamais l'abolir.
Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je vais essayer d'être très, très rapide, mais le plus précis possible. Au fond, on pourrait partir de ce que j'essaye de décrire comme le risque précis contre lequel lutte la démocratie. Il me semble que tout régime politique, toute société politique lutte contre ce qui menace le groupe qu'elle constitue. Toute société politique s'organise pour lutter contre la disparition du peuple, le salut du peuple et la loi suprême, contre des menaces que j'appellerais extérieures. Les deux principales étant les catastrophes naturelles et la guerre. Donc il y a une priorité, au fond, à la survie du peuple, et tout régime politique lutte avant tout contre ces menaces extérieures. Ce que fait la démocratie, à mon avis, c'est prendre en charge une autre source de problèmes humains, tout simplement, et qui sont au cœur du politique, mais qui, dans d'autres régimes, ont tendance à disparaître derrière les questions existentielles de menaces extérieures, c'est lutter contre, moi, ce que j'appelle les violences intérieures. Les violences intérieures à une société politique. Et parmi ces violences, il y a évidemment, en tout premier lieu, je dirais, mais ça n'est pas la seule, au fond, il y en a... Moi, je défends la thèse, et c'est là qu'on retrouve le vitalisme critique, qu'il y a de la négativité dans tous les aspects de la vie, donc dans la vie organique, qui lutte contre la maladie et la mort, la vie psychique aussi, qui lutte contre des pulsions de mort, notamment chez les êtres vivants les plus développés que nous sommes. On ne développe pas sa vie sans développer aussi les risques de mort. Et au fond, dans la vie humaine, il y a un certain nombre de négativités, jusque dans les relations humaines, y compris les plus positives. Et une des thèses que je défends, c'est que, en effet, même dans les relations les plus intimes, dans l'amitié et l'amour, il y a des relations, des risques de conflits, de violences intérieures. C'est toujours très difficile à admettre, hein, mais le fratricide, le parricide, y compris le suicide, montrent bien que la vie n'est justement pas un phénomène simple. Or, ce que la démocratie prend en charge, à mon avis, c'est une hypothèse, après on peut discuter tant qu'on veut, c'est non seulement justement les menaces extérieures qui pèsent sur une société, mais les menaces qui viennent de l'intérieur. Et en particulier, les menaces, évidemment, d'abord, je dirais, disons, au niveau du politique. Politique étant, disons, la manière d'organiser la distribution du pouvoir dans une société donnée. Et il est très clair qu'une des fonctions du politique, encore une fois, c'est de lutter contre la disparition, donc il faut s'organiser. Les fonctions souveraines, régaliennes du politique sont très très importantes, mais bien sûr, la démocratie, depuis le début, dans son histoire, lutte aussi de l'intérieur contre l'appropriation du pouvoir par certains et ce qu'on pourrait appeler l'abus de pouvoir d'une manière générale. Le fait qu'il ne faut pas lutter seulement, défendre seulement le pouvoir contre des risques extérieurs, mais aussi contre son propre abus. Et c'est évidemment l'origine même de la démocratie en termes, disons, de sciences politiques traditionnelles, hein, de lutter contre ce qui peu à peu dans l'histoire est apparu comme un abus, c'est-à-dire le fait qu'un gouverne plusieurs, voire tous. Hein, traditionnellement on oppose la monarchie, l'oligarchie, la démocratie. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est-à-dire, au fond, l'idée que toute appropriation du pouvoir de tous par certains est déjà une violence intérieure. C'est pas si évident, et la monarchie, l'oligarchie, l'aristocratie se sont toujours justifiés par l'idée d'une sorte de troc, c'est-à-dire on vous protège contre la guerre en particulier, c'était le rôle des seigneurs et du roi, on vous protège contre la menace, et en échange vous nous donnez votre obéissance. Donc il y avait une justification, et l'aristocratie se justifiait notamment par une tâche de protection, le seigneur protège les sujets. La démocratie s'est construite non pas contre cette idée, il faut quand même protéger, mais contre l'idée que le prix de la protection, ce serait la soumission. Et donc il faut à la fois la protection et l'égalité, et on pourrait dire en termes très contemporains, il faut à la fois la sécurité et la justice. Et on ne payera pas la sécurité du prix de la justice. On s'approche déjà de questions très, très contemporaines, bien sûr, quand on dit ça. C'est-à-dire on a toujours la tentation, c'est à mon avis un des risques de la démocratie, des risques structurels. Et ce faisant, je ne dis pas qu'on peut y échapper, c'est que dès qu'il y a une menace vitale, existentielle sur une société, on veut la mettre en avant et on est prêt à suspendre la critique des abus de pouvoir pour sauver la sécurité, ce qui, en un sens, n'est pas
Peut-être la raison n'est pas critiquable en soi, mais évidemment on s'aperçoit depuis, avec notre histoire démocratique, on sait que les risques intérieurs sont au moins aussi vitaux que les risques extérieurs, et donc on est de moins en moins prêt, heureusement, à sacrifier la justice pour la sécurité, même si beaucoup sont quand même prêts à faire ce sacrifice. Donc le point très précis que je voudrais juste rappeler, c'est cette idée que la démocratie lutte contre les violences intérieures, les abus de pouvoir intérieurs. Et là, j'ajoute même, et ça pourra revenir dans la discussion, non seulement les abus qui reposent sur une appropriation du pouvoir de tous par certains, la monarchie ou l'oligarchie, mais même contre les abus du pouvoir du peuple sur lui-même. Donc c'est pour ça que je défends la thèse selon laquelle, bien sûr, démocratie, c'est le pouvoir du peuple, mais c'est aussi la limitation du pouvoir du peuple par le peuple lui-même. Et comme il n'y a pas, pour moi, de relations humaines sans abus possibles, y compris les relations parentales, les relations amoureuses, il y a toujours une violence possible. On voit aujourd'hui dans les débats sur le harcèlement que ça peut se passer dans la rue, dans la sphère publique, mais il peut y avoir un viol, y compris dans un couple, hein, même marié. Ça peut paraître paradoxal, même vivant ensemble. Et la violence est toujours possible de l'intérieur d'un... Bon, donc c'est pareil pour le pouvoir du peuple. Et au fond, toute constitution démocratique est une constitution, on le sait bien aujourd'hui, à la fois de souveraineté du peuple et d'auto-limitation de cette souveraineté, ou d'auto-régulation par des contre-pouvoirs. Bon. Il n'est pas du tout paradoxal de parler d'un... Donc, ce que je voulais juste rappeler, c'est ce risque-là. Et ça, c'est le premier point que je voulais rappeler. Après, le deuxième point, c'est que la démocratie est donc apparue dans l'histoire. Pour moi, la démocratie, on partage aussi cette lecture d'une sorte de philosophie de la vie, avec un horizon théorique un peu commun, inspiré d'un philosophe de la vie et de la médecine, qui est Georges Canguilhem en France au XXe siècle. Pour moi, la démocratie est un instrument, une technique, au fond, une technique sociale que les sociétés se sont données, un peu comme la médecine dans le domaine organique, pour se protéger contre ces maux-là, précisément. Donc c'est une construction historique très longue, qui a pris des milliers d'années, pour lutter contre ces risques. Ce risque de violence intérieure, et effectivement, avec l'idée que ce risque est toujours présent. Alors, c'est ici que je voudrais introduire une deuxième idée, peut-être pour compléter l'introduction générale. La deuxième idée, c'est que quand je décris ce risque de violence intérieure comme chronique, ça veut dire qu'il est tout le temps là. Une dimension temporelle, persistante. Il y a toujours un risque de violence intérieure, d'abord en raison de la nature humaine, qui comporte cette négativité, cette conception de la vie en effet polarisée. Il y a toujours du négatif dans la vie. Tout ce qui est vital est mortel, tout ce qui est vivant est susceptible, tout ce qui est... Enfin, bon, c'est une sorte, disons, d'hypothèse sur l'ambivalence généralisée du vivant, dans toutes ces dimensions. Mais en plus, il y a aussi ce risque constant du fait que la menace vitale extérieure fait qu'on oublie l'exigence de justice intérieure. Là, une hypothèse qui pourrait être approchée d'une thèse de Bergson dans les deux sources, la morale et de la religion, qui dit qui oppose le clos et l'ouvert, et que la clôture d'une société vient de la nécessité de se défendre contre la guerre, mais que l'exigence d'ouverture, justement, vient lutter contre le risque que cette exigence vitale fait peser sur la vie elle-même. Alors, le point, ça c'était toujours la même thèse, mais le deuxième point que je voudrais rappeler, c'est un autre point qui me paraît très important, c'est que dire que ce risque est chronique, c'est dire qu'il est persistant, mais c'est dire aussi autre chose. Pour moi, le chronique, c'est en effet pas seulement une image empruntée au vivant et à la maladie, c'est littéral en un sens, et le chronique désigne beaucoup plus la variation que la permanence. C'est-à-dire que une maladie chronique, c'est à la fois quelque chose qui est tout le temps là, quand on annonce à quelqu'un que la maladie dont il souffre n'est pas aiguë mais chronique, ça veut dire, et c'est dur à entendre évidemment pour tout patient, que cette maladie ne va pas disparaître, qu'elle n'est pas au sens strict curable. Mais c'est dire aussi, et c'est moi ce deuxième point qui m'importe encore plus que le premier, et ça c'est très important pour comprendre l'époque, le deuxième point c'est que le chronique, contrairement aux apparences, c'est le variable. C'est-à-dire, le chronique c'est un mal persistant, structurel on pourrait dire, mais en même temps susceptible de variations, telles que en dessous d'un certain seuil, et la notion de seuil est fondamentale, on peut vivre avec, comme on dit, et au-dessus d'un certain seuil, qu'on appellera le seuil critique, le moment de la crise,
le seuil critique du chronique, c'est le seuil du mortel, en quelque sorte. Et on sait très bien que ce qui est important pour un patient qui a une maladie chronique, c'est de rester en deçà du seuil où il devient critique. Et les analyses médicales sont là avec une certaine violence dans le cas de la maladie chronique, c'est-à-dire une récurrence des analyses. Il faut que maintenir voilà. Et ce qui m'importe donc, c'est de comprendre, c'est de comprendre que le chronique, le problème chronique de la démocratie, qui est celui de cette violence intérieure, de cette division interne d'une société politique, comme sont divisées nos vies, nos subjectivités, cette division chronique peut être maintenue en dessous du seuil mortel, peut aussi remonter au-dessus du seuil, et son traitement peut aussi faire l'objet de progrès historiques. Et l'hypothèse que je défends, au fond, un peu dans ce livre et déjà un peu au-delà, enfin, mais c'est quand même l'idée déjà dans le livre, c'est même son idée centrale, c'est que la démocratie telle que nous l'entendons, la démocratie, qu'est-ce qu'on entend par là? Pourquoi est-ce qu'on a raison et tort de dire la démocratie? Parce que ce qu'on entend par démocratie, c'est l'invention historique d'un certain traitement du problème de la violence intérieure, qui en effet permet qu'elle ne soit pas mortelle, mais qui ne règle pas tout. Autrement dit, et je vais résumer, hein, c'est pour ça qu'on se permet parfois de dire la démocratie ou bien les démocraties par opposition à d'autres régimes. C'est qu'on a inventé avec les siècles un moyen de conjurer la violence intérieure en partie, toujours fragile, qui est la représentation du conflit sous forme d'organisation de la délégation du pouvoir, et notamment par le suffrage électoral et par la représentation, comme on dit, parlementaire ou démocratique, au sens des représentations des conflits par un certain système électoral parlementaire, qu'on appelle en effet démocratique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne définit pas une démocratie parfaite. L'idée que les élections suffiraient à faire la démocratie est une erreur. Ça définit un certain palier de traitement du problème, qui en un certain sens a fait ses preuves dans l'idée que ça évite peut-être le pic critique mortel, la guerre entre nous, et notamment la guerre civile. La guerre civile qui est le problème majeur au fond. Bon. Et donc la thèse, ça permet de comprendre pourquoi on dit les démocraties. On peut parler de démocratie quand on a un certain degré de défense contre une tyrannie et contre une guerre civile. Du coup, on peut quand même... C'est toujours pour définir des degrés. Il y a certains pays qui ont des élections et qui ne sont pas vraiment des démocraties, parce que peut-être les élections ne sont pas libres, ne représentent pas les points de vue, il y a des critères. Bon. Mais même les pays où il y a des élections ne peuvent pas répondre à tous les risques, et il faut encore... Et au contraire, même, moi je définis une démocratie, paradoxalement, je pense que le propre d'une démocratie, ça n'est pas de régler les problèmes, c'est de multiplier les problèmes. Puisque la violence intérieure est quelque chose qui peut apparaître dans tous les domaines. Il faut d'abord régler les problèmes au niveau du politique, de l'attribution du pouvoir, mais il y a de la violence entre les hommes et les femmes, c'est un enjeu crucial aujourd'hui, qui ressort. Pour moi, c'est... Bon, on peut parler aussi de l'environnement, des animaux. Voilà, une démocratie, c'est un endroit compliqué, où on se pose la question de la violence dans des endroits où on ne la voit pas forcément, mais où elle est là. Et où il faut définir à chaque fois des seuils. Et donc la démocratie fonctionne plus par multiplication de problèmes que par disparition de problèmes. Et aujourd'hui, quand on a, par exemple, pour moi, c'est un progrès démocratique de poser la question du harcèlement sexuel, parce que ça pose la question de la violence entre les hommes et les femmes dans une société. Un problème de violence qui, certes, on peut vivre, d'une certaine manière, une société politique peut vivre dans une justice relative, avec un certain degré de violence sexuelle, mais en fait, non. En fait, on décompose la question de la violence intérieure. Tocqueville disait de l'égalité. Hein. Eh bien, l'égalité, c'est une exigence qui, une fois qu'on l'a ouverte, en quelque sorte, envahit toutes les questions, et c'est normal, entre les professeurs et les élèves, entre les médecins et les malades, entre les hommes et les femmes, entre les policiers, etc. Donc, et les prisonniers. C'est normal. Et comment est-ce qu'on définit l'égalité dans par exemple, l'égalité entre les parents et les enfants, entre un nourrisson et les parents, l'égalité entre un malade, y compris atteint d'Alzheimer ou dans le coma, et son médecin, c'est les problèmes démocratiques, pour moi, les plus intéressants, et les plus... Enfin, tous les problèmes sont intéressants, mais ces problèmes-là sont des vrais problèmes démocratiques.
C'est-à-dire comment est-ce qu'on respecte la volonté d'un malade qui ne peut plus l'exprimer, ou d'un nourrisson qui vient de naître. La démocratie a construit des dispositifs, par exemple, de représentation par les parents jusqu'à un certain âge, etc., etc. Parents ou personnes de confiance. Enfin, c'est devenu très compliqué une démocratie, mais pour moi c'est l'intérêt. Donc la démocratie vient avec une idée très simple, poser des problèmes très compliqués. Donc juste pour compléter encore un tout petit peu, l'idée c'est que ce problème de la violence intérieure, qui vient effectivement de cette dimension critique de la vie, mais qui est un problème spécifiquement humain, hein, je dirais, ce problème connaît des seuils et des crises et des progrès. Et de fait, du coup, pour dire un mot de la deuxième partie du livre, moi ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que pour différentes raisons objectives, et pas seulement objectives, aussi idéologiques, on vit une sorte de risque de la crise tout à fait particulier, d'un pic critique tout à fait particulier. D'ailleurs, avec aussi cette idée que vous avez rappelé au début, cette idée qu'on est un peu cyclotimique, notamment en France, c'est-à-dire à un certain moment, par exemple en 89, ou encore il y a quelques années, ça revient régulièrement, on croit qu'on est en démocratie parfaitement, que c'est fini, que les murs sont tombés, hein, en quelque sorte, bon, c'est réglé. Puis après, au contraire, on est dans le traumatisme et on croit que c'est, au contraire, la tyrannie revient. Et là, on a vécu en 2017, les deux, de nouveau, jusqu'en mai, on était dans le diagnostic d'une crise mortelle. Depuis mai, on pense qu'on est sauvé. En fait, en réalité, on n'était heureusement pas dans la crise tout à fait mortelle, même si je pense qu'elle est très sérieuse. Et elle n'a pas disparu non plus après le 7 mai, d'une certaine façon, on est toujours dans une sorte de... Bon, et donc je fais un petit diagnostic, en effet, dans le livre, sur les raisons du pic critique d'aujourd'hui. Et pourquoi ce pic critique est en effet très dangereux, et pourquoi aussi on peut quand même lutter contre lui. Et même j'ajouterais, au fond, on vit une situation historique très compliquée où il y a un certain palier de démocratie formelle, quand même plus ou moins reconnu, plus ou moins évidemment. Hein. Mais disons qu'aujourd'hui, même les tyrans prennent le vernis démocratique, vous n'en voyez plus qui réclament le totalitarisme. Au fond. Hein. Ils le pratiquent, mais ils ne le réclament pas. Il y a un peu plus d'hypocrisie démocratique, même dans les pays qui retrouvent aujourd'hui le totalitarisme. C'est pour ça on a inventé ce mot de démocrature. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des démocratures. Bon, qu'est-ce que c'est que ces démocratures? Ben, c'est des dictatures, mais qui prennent un vernis démocratique. Dans les années 30, il n'y avait même pas besoin du vernis. C'est-à-dire, au contraire, il y avait vraiment... L'antidémocratie était affichée, revendiquée. Il fallait être totalitaire. Pour plein de raisons, d'ailleurs, historiques, qu'il faudrait retrouver, mais bon. Donc, quels sont aujourd'hui les risques? Moi, je pense qu'il y a, pour résumer, il y a des risques objectifs, et puis il y a des apprentis sorciers idéologiques qui ajoutent de l'huile sur le feu objectif. Donc, dans les risques objectifs, il y a une sorte de danger, enfin de crise économique mondiale, et pas seulement de crise, mais disons de violence intérieure à l'humanité dans son ensemble, où j'inclus la crise écologique. Il y a un certain nombre de problèmes concrets aussi dans les démocraties. Le terrorisme, disons, comme réactivation de la guerre et de la division aussi, vient menacer la démocratie, mais pour une raison bien précise, que peut-être je vais garder pour la discussion, mais que j'essaye de... Voilà. Et ce que j'appelle le cynisme, c'est plutôt l'idéologie qui consiste à dire, d'une part, la démocratie n'a pas su empêcher ces nouveaux risques, or, elle était censée être parfaite, donc elle est nulle, ou il faut... Voilà, c'est donc l'idée, puisqu'elle ne peut pas tout, elle ne peut rien. Et puis il y a aussi l'idée de son impuissance, qui revient à chaque fois contre les risques, alors qu'en un sens, ces risques sont structurels, et moi je défends donc l'idée aussi que la démocratie n'est pas du tout le régime des bons sentiments ou des bisounours, au contraire le régime, en effet, le seul qui lutte contre tous les risques humains, c'est-à-dire non seulement contre la guerre, mais aussi contre l'injustice. Donc le régime, les vrais héros sont démocratiques toujours, parce que c'est des gens qui sont prêts à assurer le salut du peuple, mais aussi à sauver la justice. Donc, ils se sacrifient pour deux raisons, et pas seulement pour une seule. Donc et ils ne sont pas prêts à sacrifier le salut du peuple pour la justice non plus. Enfin, je veux dire, ils sont aussi des gens qui ont en tête la sécurité et la paix,
Et pas seulement, et la lutte contre les catastrophes, y compris écologiques, mais en passant par la justice. Et ils ont raison d'ailleurs, parce que vous ne sauverez pas le climat sans faire aussi des traités entre les hommes. S'il y a la guerre, vous aurez en plus le réchauffement climatique. Et si vous sauvez le réchauffement climatique par une tyrannie mondiale, d'abord ça ne marchera pas. Vous aurez la guerre qui en même temps amènera à la concurrence économique et donc qui aggravera aussi le réchauffement climatique. Donc en fait, il faut toujours passer par la paix entre les hommes. Et c'est les démocrates qui ont raison. C'est les démocrates les vrais gens courageux. C'est ceux qui se battent pour convaincre. Bon, donc voilà un peu le diagnostic général. Après, il faudrait expliquer pourquoi ces risques-là, le cynisme ou le racisme sont spécifiques, pourquoi on vit une crise aujourd'hui. Peut-être, en effet, il y a l'idée que donc, le chronique, ce titre-là pourrait donner l'idée qu'il y a des maux permanents qui seraient la démocratie. En effet, la démocratie est plutôt le remède que le mal, et le chronique, c'est plutôt la variation que la permanence. C'est un point très important, avec l'idée aussi qu'il y a des progrès démocratiques, et que voir des nouvelles violences entre les humains, ça n'est pas aggraver le problème, c'est commencer à le résoudre. C'est un progrès de voir des nouveaux problèmes. Lutter contre le harcèlement dans les situations de pouvoir, dans les entreprises ou ailleurs, partout en fait, en un sens, ça n'est pas un problème, c'est un progrès. C'est un progrès qui repose sur la dénonciation d'un problème. C'est comme ça, les progrès de la démocratie sont négatifs, contrairement à ce qu'on croit. Ça n'est pas le fait d'arriver à un monde idéal, c'est paradoxalement, c'est le fait de progresser dans une critique et évidemment dans les réponses. Donc la démocratie est inséparable de la critique. Est-ce que vous diriez que C'est un peu superficiel et psychologique, pas du tout, il est au cœur de la thèse du livre. Et donc, merci de l'avoir tendu comme une perche là, pour préciser un ou deux points. En effet, moi, il y a un passage du livre, je reprends différentes théories classiques de la démocratie, mais l'une des plus inattendues, c'est celle d'un psychanalyste, Donald Winnicott, qui compare en effet la société démocratique et ce qu'il appelle l'individu démocratique aussi, au sujet humain qu'il appelle suffisamment sain, S-A-I-N, la santé psychique, qui consiste selon lui en effet à pouvoir supporter la négativité finalement, un certain degré de négativité dans un cadre et pour s'y opposer, mais en même temps en admettant qu'il y a du conflit, en ne déniant pas le conflit. Et le déni de la violence intérieure est en effet un des grands dangers de la démocratie. Au fond, pour moi, il y a deux situations où on ne peut pas être démocrate. C'est quand on pense qu'il n'y a que de la violence, qu'il n'y a pas aussi des moyens d'y résister. Et donc là, voilà, l'homme est un loup pour l'homme, c'est diabolique, en un certain sens, parce qu'il faut un État totalitaire, forcément. Donc l'homme, il y a une partie de l'homme qui est un loup pour l'homme, mais il y a aussi une partie de l'homme qui est un dieu pour l'homme. C'est que Hobbes, homo homini lupus, ça inversait homo homini deus. Et pour moi, c'est vrai que les deux sont vrais. L'homme est à la fois ange et bête pour l'homme lui-même, et pas seulement l'un des deux. Mais l'autre chose, évidemment qu'on ne peut pas conduire à la démocratie, c'est l'idée qu'il n'y a pas de violence intérieure. Soit si on dit qu'il n'y a que ça, on ne peut pas être démocrate. Si on dit qu'il n'y en a pas du tout, on ne peut pas être démocrate non plus. Et c'est une des sources du racisme ou du totalitarisme, de dire la violence, c'est forcément entre eux et nous. C'est forcément extérieur, la violence. Forcément, nous, c'est le bien, eux, c'est le mal. Et ça, c'est forcément la guerre. Alors que le démocrate, c'est quelqu'un qui sait que la violence est aussi en nous. Pas seulement entre eux et nous, mais en nous et en eux. Et que donc nous sommes divisés comme eux. La seule division, c'est jamais eux et nous, mais interne à chacun. Et cette idée-là, évidemment, repose aussi sur... est difficile à accepter. Et c'est ici que les psychanalystes, et ce n'est pas des métaphores, Winnicott a écrit au moins un très grand texte sur la démocratie, peuvent nous aider, puisqu'il définit et il y a une formule très belle, d'ailleurs je dis littéralement, je crois que c'est celle que je mets en exergue à la section sur Winnicott, où il définit la démocratie par la maturité psychique. Le sujet démocratique est quelqu'un qui est comme l'adulte humain, qui est finalement à surmonter une certaine part de la violence, en admettant qu'elle peut toujours revenir, et en ayant construit un cadre pour la traiter. Je ne sais plus quelle est la formule exacte, c'est... il semble que ce terme démocratie
est une signification latente importante, à savoir une société démocratique est une société mature. Elle possède une qualité qui s'apparente à la maturité individuelle des membres sains de cette société. C'est une thèse apparemment comme ça, d'un psychanalyste qui fait de l'analogie. En fait, pas du tout. Pour moi, c'est une grande thèse de philosophie politique. Donc l'immaturité, c'est vrai que ça existe. Ça consiste à dire... par exemple, l'apparent cynisme, le réaliste, celui qui veut nous dire « Oula, mais vous êtes des bisounours, vous croyez qu'on peut construire un cadre pour limiter la violence, vous n'y êtes pas du tout, les hommes sont méchants, c'est la guerre tout le temps, c'est la concurrence tout le temps, vous ne voyez pas le mal partout ». C'est lui l'immature, en fait. Ce n'est pas le démocrate qui dit « On peut affronter la violence, on peut construire un cadre pour... » non pas l'abolir, mais la traiter, la médiatiser, vivre avec, devenir un sujet adulte. Et donc, le plus courageux des deux, là aussi, n'est pas celui qu'on croit. Donc il y a une immaturité de la violence qui ne se refoule pas, mais il y a aussi une immaturité du doute sur la possibilité humaine de construire des cadres pour lutter contre la violence. Donc oui, il y a un risque tout le temps d'immaturité. Mais immaturité, ça veut aussi dire que c'est en chacun d'entre nous, c'est pas certains qui sont... Voilà. Il faut constamment... donc, la démocratie vient avec l'éducation, on le dit souvent, mais c'est une éducation qui n'est pas seulement une sorte de culture républicaine, c'est très important, mais qui serait seulement, je veux dire, une inculcation de contenu. C'est aussi une domination de la violence qui passe jamais seulement par la culture comme savoir, mais aussi par la culture comme travail sur soi-même, en fait. C'est la définition freudienne de la culture. Freud disait la culture est un travail, Kulturarbeit, c'est-à-dire le travail constant de refouler la violence. Et en particulier en la représentant, d'où le rôle du théâtre, de la tragédie, du mythe, de la littérature ou du cinéma d'ailleurs, hein, peu importe. Mais c'est évident que pour moi, par exemple, la violence intérieure est traitée d'abord par les grands mythes culturels de l'humanité. Vous ne trouverez pas une seule société qui ne représente pas le fratricide ou le parricide ou la... Voilà. Tout à l'heure, on a un débat sur Jean-Pierre Vernant pour prolonger sur un autre plan la réflexion sur la démocratie. Il est vrai que dans l'Antiquité, la tragédie, autant que l'agora, sont des lieux où se représente la violence pour l'affronter. Et aujourd'hui, c'est peut-être les séries télévisées, c'est peut-être... D'ailleurs, je crois que c'est en partie ça, et c'est un certain nombre de choses, mais sans ce travail-là de la culture, c'est pas seulement un apprentissage théorique des principes, hein, pas le catéchisme, même si moi je crois beaucoup aussi aux principes républicains, évidemment, c'est forcément des institutions républicaines qui sont un élément majeur de la démocratie, mais c'est surtout ce travail de la culture. Donc, et puis l'autre, l'illusion, bon, vous avez dit maturité, illusion, c'est lié. Hein. Et dans ce cas-là, si effectivement c'est une culture... ce que vous suggérez bien dans le livre aussi, c'est qu'on est encore plus loin que seulement l'analyse de Freud, avec Winnicott justement, puisque il s'agit ici de constituer le lieu où nous vivons, là où Freud aurait peut-être seulement eu recours à la loi pour réguler, disons, la violence de l'être humain. Et du coup, moi, ce qui me frappe aussi vraiment dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment dans ce livre une manière de rejoindre la plus grande tradition de la philosophie politique, qui est qu'il est impossible de faire la philosophie politique sans quelque chose comme une anthropologie. Alors, je ne suis pas certain que vous accepteriez ce terme d'une anthropologie, puisque quand vous parlez de la nature humaine, souvent vous la mettez plutôt entre guillemets, ou en tout cas j'ai le sentiment qu'il y a une forme de distance à l'égard d'une idée de nature humaine. Mais du coup, comment est-ce que vous concevriez le fait que la démocratie, pour le dire d'une manière peut-être imprécise, est le régime qui convient le mieux à la nature humaine, disons quelque chose comme ça. Et du coup, de quelle nature humaine il s'agirait derrière ça? Oui, non, moi j'assume une théorie de l'humain pour comprendre la démocratie. Et
et c'est nécessaire parce que sinon on raisonne au fond dans l'abstraction, qui est aussi nécessaire par un certain côté, je dirais un mot, c'est-à-dire par exemple de raisonner dans l'absolu sur la théorie de la justice, comme l'ont fait des grands théoriciens depuis Kant jusqu'à John Rawls au XXe siècle, c'est très important aussi. Et on peut, en un certain sens, suspendre l'expérience de l'homme concret comme être vivant. C'est ça qu'on peut appeler anthropologie, c'est un savoir de l'humain tel qu'il est, empiriquement. On peut le suspendre parce qu'on peut essayer de raisonner sur qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le juste en général. Mais en réalité, on ne peut pas longtemps, et même chez quelqu'un comme Rawls, ou chez Kant, ou chez Rousseau, à un moment donné, les principes de justice, ou la théorie du bien absolu chez Platon, doit être désiré, par exemple, par les hommes concrets, ou appliqué aux vies concrètes. Personne ne peut se passer de l'anthropologie. Moi, je vais plus loin, je renverserai en effet le problème, un peu comme Canguilhem, ou les philosophes du vivant, ou même Bergson, d'une certaine façon, pour comprendre comment quelque chose comme des idées abstraites de justice adviennent aux êtres humains comme êtres vivants. Et je pense qu'il faut partir en effet des vivants humains. Donc moi j'assume totalement l'idée de nature humaine, peut-être elle n'est pas un absolu qu'on peut connaître justement abstraitement, c'est une certaine la nature, un certain type d'êtres vivants qui sont les humains, qui en effet sont quand même des êtres vivants parmi d'autres, mais pas tout à fait comme les autres. De ce point de vue-là, moi je suis très proche de la philosophie de la vie d'Alain Prochian, par exemple, qui est biologiste au Collège de France, qui dans Qu'est-ce que le vivant dit, voilà, il y a 2% de plus de poids du cerveau. Le cerveau humain fait 2% de plus que le cerveau des grands mammifères, des autres grands mammifères, des singes en particulier. Mais c'est dans ces 2%, il y a plein de choses qui se passent. Et il y a une spécificité des humains, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Mais cette spécificité, comme je disais, est aussi une fragilité supplémentaire. Les psychanalystes l'ont bien vu, le nourrisson humain a besoin de plus de temps et a plus de besoins, plus de fragilité que les autres nouveau-nés. Et donc oui, il faut une anthropologie concrète, il faut une anthropologie philosophique, au sens où il faut comprendre les besoins vitaux des vivants humains, qui ne sont pas faciles à lister. Le vivant humain est quelqu'un qui a besoin... Alors déjà, la biologie nous apprend que le vivant humain a besoin non seulement de nourriture et de toit, par exemple, a besoin de ce qu'on peut appeler l'amour ou l'attachement individuel. C'est seulement un certain type de... Moi, je raisonne un peu autrement, mais tout ce qui peut nous faire mourir est donc vital pour nous. Et donc, il y a une théorie des besoins vitaux des humains qui viennent de ce qui peut les faire mourir. Et donc, il se trouve que le vivant humain a besoin de reconnaissance sociale, a besoin même, en un certain sens, de beauté, a besoin il y a un certain nombre de besoins spécifiques aux humains. Donc il faut effectivement une théorie des besoins humains, il faut une anthropologie en ce sens. Et peut-être que le dernier point que j'ajouterai ici, c'est que c'est de cette expérience humaine, et en particulier l'expérience humaine du négatif. Donc j'aurais tendance à dire que l'anthropologie est forcément aussi critique et négative, que surgit l'exigence des principes. Donc, qu'est-ce que c'est que la violence, par exemple? La violence, pour moi, pour ça que je parle plus de violation que de violence d'ailleurs, c'est jamais seulement une violence faite à l'être humain comme être vivant, comme organisme. C'est jamais seulement un coup physique. C'est aussi une contrainte sur quelque chose comme une liberté, qui s'éprouve comme capacité de décider soi-même ce que je veux faire, qui est une autonomie concrète au départ. En tout cas, un désir d'autonomie concrète. Voilà, je ne veux pas qu'on m'empêche, par exemple, c'est une idée concrète de la liberté, je ne veux pas qu'on m'empêche de sortir de cette pièce. Autonomie concrète de déplacement, etc. Si on me fait violence en ce sens-là, on ne s'oppose pas seulement à mon corps, on s'oppose à ma subjectivité individuelle, on s'oppose à ma liberté. La violence, c'est toujours... L'objet de la violence, c'est jamais seulement un corps, c'est aussi une liberté. Et ce qui, pour moi, est important, c'est que dans le refus de la violence, on est amené à poser une liberté avec un grand L, une liberté abstraite. C'est là que viennent les principes de justice. Peut-être que la liberté avec un grand L, ça n'existe pas. Il y a toujours des autonomies concrètes. Je peux faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mais dans les relations entre les humains apparaît l'idée de liberté
absolu, inviolable de chaque être humain comme tel. Apparaissent les droits de l'homme. Ils apparaissent comme des exigences qui viennent de la violence. Et ça, c'est très important. Donc, on pourrait entrer dans la question en éthique médicale aujourd'hui. Vous avez deux types d'autonomie, l'autonomie concrète, l'autonomie abstraite. Donc, un malade, par exemple, perd progressivement l'autonomie concrète. À un moment, on ne peut plus faire ceci ou cela. Mais en réalité, il ne perd jamais l'autonomie abstraite, la liberté. Même quand il la perd concrètement, il la transfère à un proche ou à quelqu'un d'autre et il reste un citoyen. C'est pour ça que le malade qui ne peut plus rien faire concrètement est encore un être libre et égal en droit à nous tous. Et cette question est fondamentale, c'est pour conclure, hein, soit on part de l'abstrait, des idées, et on les applique aux humains, soit on part des humains, mais il faut quand même retrouver les idées. Et alors, après, il me semble que ça... Un homme, être humain, homme, femme, une voix. Bon. Un homme, une voix, c'est un principe majeur qui a mis des siècles à s'élaborer. Bon. Même la Révolution française ne l'a pas théorisé comme ça. Et non seulement les femmes ne votaient pas, mais il y a eu des débats, des petits moments de suffrage universel, mais ensuite on est revenu au suffrage censitaire, donc il fallait une certaine capacité, comme on disait, il fallait avoir un certain revenu. Bon. Justement, ça reposait sur une théorie de l'autonomie concrète, mais à un moment s'impose le palier abstrait du suffrage universel, par exemple, ou des droits de l'homme, ou de la protection. C'est un palier. Il est évident que croire que parce qu'on a proclamé les droits universels, et même qu'on les réalise dans certaines institutions précises, ça peut tout régler, c'est évidemment une erreur. Puisque, fondamentalement, le problème, ça n'est pas les principes abstraits, c'est la façon dont ils sont utilisés pour défendre des injustices concrètes. Et on s'aperçoit aujourd'hui, on le savait, mais on l'oublie facilement, qu'on a évidemment déclaré l'égalité des hommes et des femmes, mais que dans certaines situations concrètes, elles ne peuvent pas être mises en œuvre, je dirais, parce qu'il y a une sorte de situation de domination qui peut être acceptée, utilisée, manipulée, ou bien même d'autres abus de pouvoir, juste une situation où un rapport de pouvoir fait que, en plus, l'égalité des hommes et des femmes ne va pas être respectée, etc. Donc, moi je pense que l'énonciation des principes abstraits est un palier qui n'a de sens que, comme je le disais tout à l'heure, que pour permettre aussi de résoudre les problèmes concrets qui non seulement ne vont pas diminuer, mais qui vont augmenter. Est-ce que, par exemple, il faut des droits des animaux? C'est une question qui, pour certains, est un luxe, que les démocraties sont un peu folles de se traiter, alors qu'il y a la guerre à nos portes, le terrorisme, etc. C'est une question, en fait, très intéressante. La question, c'est évidemment de savoir si on doit étendre tel quel les droits des humains aux animaux. Moi, personnellement, je pense qu'il y a des exigences de justice à l'égard des animaux, et que il n'y a pas... Ça se pose à partir de la justice entre êtres humains, qui est prioritaire pour des raisons qu'on pourrait discuter, mais que la question des droits des animaux, en tout cas des devoirs envers les animaux, est une question démocratique fondamentale. C'est un progrès de la démocratie. Même les droits de l'environnement. Est-ce que les arbres ou les fleuves ont des droits? Vous savez qu'en Inde, ils ont déclaré le Gange personne juridique. Pour moi, la question, c'est pas tellement que le Gange ait des droits, c'est que, en effet, dans la question de l'élargissement de la critique de la violence ou de la dégradation, il y a un élargissement à la question de l'environnement, de la nature, etc. Donc, les droits formels, les principes de justice sont absolument fondamentaux, mais il ne faut pas les prendre comme une fin en soi. Ça reste des moyens pour les êtres vivants que nous sommes. C'est des moyens dont on ne peut pas se passer. Pour reprendre l'exemple de la médecine aussi, c'est pas une analogie, c'est vraiment pour moi la même réalité, c'est vraiment le même problème. Quand Guilhem définit la vie d'une manière très générale, la vie est la lutte contre ce qui est pour elle de valeur négative, donc la maladie et la mort, qui prend chez l'homme, je cite de mémoire et un peu rapidement, qui passe chez l'homme par les moyens limités mais indispensables de la science humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la médecine est cette manière de lutter contre la mort qui passe par la vérité scientifique, par la recherche scientifique. Et au fond, la recherche scientifique a une autonomie, il faut savoir la vérité sur le fonctionnement de l'être humain,
la chimie, la physique, les molécules, les trucs, et tout ce qu'on... Voilà. Mais ça reste pour être mis en œuvre dans la technique médicale. Et ça peut aussi être mis en œuvre dans la technique guerrière. Donc il y a toujours une ambivalence. Hein. Donc les principes formels de justice ou la connaissance scientifique ont une autonomie, dans un sens, spécificité, un fondement, et en même temps doivent rester orientés vers le vivant humain. Alors du coup, la démocratie est une question très intéressante. Comme je disais, hein, la démocratie repose aussi sur la critique de ses propres abus, mais il ne faut pas se tromper d'abus. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas tellement l'extension des droits. L'extension, encore une fois, fait partie de l'horizon de la démocratie, à condition qu'elle soit toujours débattue et critique. Dire les plantes ont des droits, on peut toujours le dire, mais bon, dire les animaux ont des droits, ça n'empêchera jamais personne de lutter contre les frelons. Bon. Et de les tuer, par exemple. Hein. Je prends un exemple parmi mille, hein, mais bon, dire le frelon a des droits, c'est très bien, mais c'est compliqué à admettre jusqu'au bout. On pourra en reparler. Mais surtout, donc, il y a une extension des droits, à mon avis, qui est toujours légitime comme problème. Après, la question, c'est de savoir comment la traiter. Le problème de l'abus de la démocratie, là où je le vois le plus dangereux, en fait, c'est plutôt dans l'instrumentalisation idéologique de la démocratie qui n'en respecte pas les principes effectifs. Ce qu'on a vécu de plus grave dans le domaine, c'est la guerre au nom de la guerre pour imposer la démocratie, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de différence entre le régime démocratique qui menait cette guerre et celui moins démocratique ou même tyrannique qu'elle s'opposait. Ça veut dire que, d'abord, il y a une première dérive qui consiste à dire « nous sommes une démocratie », sous-entendu, parfaite. Cessez de s'autocritiquer. C'est très dangereux parce qu'effectivement, dire nous sommes la démocratie, déjà, ça n'est pas possible. Nous sommes, en fait, il ne faudrait jamais dire les démocraties, il faudrait dire les régimes arrivés à un certain degré de démocratisation. Donc, bon, évidemment, c'est un peu long. Donc, si on disait nous, les sociétés arrivées à un certain degré de démocratisation, oui. Donc il y a des régimes qui s'autorisent à dire nous, les démocraties. Mais c'est déjà très dangereux. Et par ailleurs, je pense qu'effectivement, c'est compliqué, mais faire la guerre au nom de la démocratie, ça n'est pas possible. Il faudrait, sous la couverture d'une démocratisation internationale, aller remédier à certaines injustices ailleurs. Pourquoi pas? Et par exemple, pour moi, le vrai progrès démocratique international, ça n'est pas la guerre contre le terrorisme en elle-même, loin de là, c'est les tribunaux internationaux contre les abus, y compris chez les tyrans, etc. Et même chez les autres tyrans, mais aussi, s'il le fallait, chez nous, entre guillemets. C'est très difficile à accepter. C'est que les États-Unis n'ont pas ratifié tous les traités sur les tribunaux internationaux. C'est très difficile d'admettre qu'y compris soi-même, on pourra un jour y voir traduit, mais c'est justement ce qu'on veut. On veut, si la France devenait une dictature, que, oui, même un tyran français soit traduit à La Haye. Mais c'est ça le vrai progrès démocratique international. Mais il y a des abus de la démocratie, c'est vrai, des manipulations idéologiques, et qui ont été quand même extrêmement graves, et qui ont évidemment eu des effets de retour. Après, il y a aussi des... Je pense qu'effectivement, il y a des... En fait, des revendications au nom de la démocratie qui peuvent être abusives. Puisque c'est difficile à admettre, mais la démocratie repose aussi sur la limite. Sur une certaine auto-limitation. Non pas sur un régime positif de liberté absolue, mais sur un régime négatif de lutte contre des violences qui peuvent revenir même en nous. C'est donc, oui, c'est toujours une lutte contre des abus. Le mot MOT qui donnait à ce mal, à ces mots couverts sous le nom de cynisme. En fait, ce que désigne le cynisme, sous toutes ses formes, je dirais, c'est une forme de critique radicale. C'est ça qui définit le cynisme. Le cynique antique, il vivait comme un chien, c'est pour ça qu'on l'appelait un cynique, ça vient du mot grec qui désignait le chien. Et il vivait comme Diogène dans un tonneau, il urinait sous lui, il vivait dans la boue, et il disait à Alexandre, pousse-toi de mon soleil, etc. Parce qu'il critiquait radicalement le pouvoir par son mode de vie,
Et il montrait aux hommes qu'il n'était pas vraiment humain en étant lui-même dans le mode de vie canin. Bon. D'où le mot de Diogène, je cherche un homme. Donc il vivait comme un chien pour dire que ceux qui se prenaient pour des hommes n'étaient pas entièrement. C'était un mode de critique radical. Mis en acte, forme de vie et pas seulement comme discours abstrait. Donc ça c'est... Et c'était évidemment une critique des abus de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je pense qu'on assiste aujourd'hui, moi je pense à une perversion de la critique dans nos régimes démocratiques, c'est-à-dire à une forme d'ultra-critique qui peut paraître démocratique, puisque la critique est l'essence même de la démocratie, mais qui en fait ne l'est plus. Parce qu'elle est justement, et c'est toujours pareil, quel est le seuil où la critique de démocratique peut devenir antidémocratique. C'est ça le cœur du problème. Je prendrai un exemple avant de parler de ceux vraiment que j'appelle les cyniques d'aujourd'hui, qui sont en un sens nos adversaires, à mon avis, majeurs de l'intérieur. Je prendrai l'exemple du complotisme d'abord. Tous les cyniques aujourd'hui ne sont pas complotistes, mais il y a toujours un élément de complotisme. Le complotisme, c'est celui qui, au nom de l'esprit critique, au nom de la démocratie, ne croit plus rien ni personne, et va soupçonner notamment les institutions qui sont censées garantir la vérité, ou la science, par exemple, ou la justice, bon, et qui, derrière, vont soupçonner. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer. Le problème, c'est quand la critique ne construit pas ces institutions de légitimité et de vérification. Or, la démocratie repose sur moi, ce que j'appelle les institutions de la critique, ou les institutions critiques, qui sont, par exemple, les universités, j'y inclurais les librairies, d'un certain sens, les institutions qui essayent d'établir des règles pour dire le vrai et le faux, des règles pour dire le juste et l'injuste, les tribunaux, les hôpitaux, les institutions publiques et critiques. Bon. Donc les humains ont construit des institutions critiques qui supportent la critique, justement, et même qui l'intègrent. Si vous voulez voir un vrai débat critique, allez dans une société savante, ça cogne, et dans les revues scientifiques, normalement, quand un article passe, c'est qu'il a été lu, relu, critiqué, discuté, etc. etc. Donc, il faut critiquer, mais il faut aussi construire le cadre pour justifier la critique, pour normer la critique. Pour dire 2 et 2 font 4, ça peut être considéré comme vrai. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des complotistes, y compris à la présidence des États-Unis, qui, si tous les profs de maths disent 2 et 2 font 4, on le voyait bien, ils complotent, ils sont tous d'accord. C'est louche. Tous les profs de maths disent que 2 et 2 font 4. Donc la perversion de l'esprit critique, c'est qu'il n'y a plus de normes de la critique elle-même. Et c'est pour ça que je dis que les cyniques d'aujourd'hui sont ceux qui mettent en danger la critique en s'en réclamant, par un abus qui peut devenir destructeur pour la démocratie étant l'institution de la critique avec un cadre qui, d'une certaine manière, ne l'interdit certainement pas, mais la norme collectivement. On accepte un certain type de normes, telles qu'on peut dire 2 et 2 font 4, tu ne tueras pas ton prochain, et un certain nombre de choses, et qu'on peut, par exemple, établir un certain nombre de faits, même si après il faut les discuter, etc. C'est la différence entre un historien et un négationniste, par exemple. L'historien, a priori, accepte que quand il y a un certain nombre de faits acceptés, on peut dire « ça a eu lieu ». Eh bien, les cyniques, pour moi, aujourd'hui, ça n'est plus des Diogènes. Diogène, c'est le type qui se roule dans la boue pour dire à ses concitoyens vous devez accepter la critique, justement. Vous n'êtes pas dans... Et vous devez trouver la vérité. C'était au nom de la vérité. Diogène, c'était un Socrate un peu plus sale, hein, un peu plus radical. Parce que Socrate, déjà, il était assez radical, mais bon... il était en fait moins radical que Diogène, mais c'était toujours au nom de la vérité, comme Foucault l'a très bien rappelé. Toujours au nom de la vérité. Les cyniques d'aujourd'hui, c'est au nom de la critique de la vérité. Et donc c'est les complotistes, mais plus largement, c'est aussi, pour moi, un certain type d'intellectuels, et en France notamment, qui sont des gens qui prétendent douter de tout,
qui disent parce qu'un homme politique a menti, les hommes politiques vous mentent, parce que un député a triché, voire un ministre, il ne faut plus de députés, voilà. Et donc pour moi, c'est un danger très grave pour la démocratie, qui court plusieurs dangers, le risque de dénier la violence, mais aussi le risque de perdre la confiance. En fait, la démocratie, c'est comme le cadre psychanalytique, c'est le cadre qui permet la confiance. Et c'est pour ça le cynique, c'est celui qui dit vous ne devriez pas avoir confiance, les amis, là. C'est très très dangereux, là. Ce cadre où on peut se parler tranquillement, en fait, derrière, il y a des pouvoirs occultes ou je ne sais quoi. Et ça, c'est effectivement un danger très 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 profond pour la démocratie. Donc c'est pourquoi je pense que de Diogène jusqu'à Trump, le cynisme a un peu changé de visage. Oui. C'est incontestable, et Platon l'a déjà décrit, en effet, comme le régime de l'opinion bariolée, où le faux coexiste avec le vrai. Et je cite un texte de Coiré que je trouve magnifique, où il dit il vaut mieux qu'il y ait beaucoup de faux et un peu de vérité, plutôt qu'une tyrannie au nom de la vérité, justement. Donc, je ne vais pas revenir sur Platon, mais c'est vrai que c'est très compliqué d'établir la vérité. Moi, je pense que, et surtout, il ne faut pas l'imposer. Ce qu'il faut, c'est des critères pour limiter, justement, le soupçon. Et par exemple, et c'est très compliqué, mais par exemple, les lois sur les conflits d'intérêts, les lois sur les normes des revues scientifiques, des expertises, des choses comme ça, sont en réalité des choses très abstraites, parfois extrêmement compliquées juridiquement, mais c'est les recours démocratiques contre ça. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et il y a des régimes de discours, où il y a des points sur lesquels il y a du vrai, d'autres sur lesquels il n'y a que de l'opinion. C'est très difficile de dire. Hannah Arendt a distingué très fortement le discours sur les faits, qui est susceptible de vérité ou de fausseté, et le discours des opinions, pas dire, où on ne peut pas dire qu'il y a un fait. Donc il faut à chaque fois des régimes. Mais par contre, il est clair qu'il y a des règles, parfois très compliquées en démocratie, pour limiter le soupçon, la violence et la fraude. Et c'est comme ça, quand un député a fraudé, on a eu un ministre du budget en France qui mentait sur ses propres finances. La solution, ça a été de créer une haute autorité sur la transparence de la vie publique. C'est des choses très très compliquées, mais c'est le seul remède. C'est pas de brûler tous les ministres. Mais il y a un remède démocratique, mais il est imparfait, problématique, compliqué.